Развитие. Prospective. Exchange. Territory. Participation. Entwicklung. Conseil de développement. Euradio Nantes vous présente Fréquence citoyenne, l'émission à l'écoute du futur. Bonjour à tous et bienvenue dans Fréquence citoyenne, l'émission mensuelle du Conseil de développement. Alors nous parlons aujourd'hui de mai 68 à Nantes et de ce qu'il en reste 50 ans après. Alors notre invité est tout à la fois un des acteurs et un historien aussi de cette période, Yannick Guin. Bonjour Yannick Guin. Bonjour. Comme toujours, Philippe Audic qui est avec nous. Philippe est le président du Conseil de développement, donc vous intervenez quand vous voulez, comme d'habitude. Bonjour. Alors Yannick Guin, on peut dire sans froisser votre modestie, vous êtes un peu connu à Nantes quand même, enfant de Saint-Nazaire, vous avez fait une carrière universitaire comme professeur de droit à Nantes, vous avez publié de nombreux ouvrages en histoire du droit, en histoire sociale et politique, et notamment une histoire du socialisme en Pays de Loire qui est paru en 3 tomes aux éditions du Petit Véhicule, c'est une référence. Je parle du livre, des éditions aussi peut-être, mais sans doute sont moins connues. Votre tout dernier livre s'inscrit, lui, dans un registre très différent, parce que ça s'appelle Ombre et lumière d'Algérie. Vous y recueillez le témoignage du peintre Jean-Claude Carsuzan sur sa période de jeune appelé pendant la guerre d'Algérie. Je crois que vous vous intéressez au récit de cette Oui, de puis cette c'est pas tout à fait étranger à notre sujet. Sur 68, la guerre se termine en 62, mais tout de même, il y a des répercussions quand même dans les esprits. On est juste la génération qui ne fait pas la guerre d'Algérie. On est sursitaire, donc on fait pas la guerre d'Algérie en 62. Mais malgré tout, nos frères, nos amis, nos cousins, etc., sont revenus de la guerre d'Algérie. Donc c'est un élément qui joue dans le déclenchement de 68. D'accord. Vous avez été aussi élu à Nantes dans l'équipe de Jean-Marc Ayrault. Vous avez été notamment son adjoint à la culture, mais pas seulement. Vous êtes occupé aussi de personnel, d'enseignement supérieur, de culture scientifique et technique. Vous avez fait beaucoup d'autres choses. Vous avez été un des piliers de cette équipe municipale et votre dernière mission officielle était toujours auprès de Jean-Marc Ayrault, mais cette fois-ci quand il était Premier ministre, sur les questions de réindustrialisation de la France. C'était avec Louis Gallois à l'époque. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer de remonter un peu plus loin dans le temps pour parler de mai 68 à Nantes. Alors à cette époque-là, vous avez 25 ans. Vous faites toujours aussi jeune, rassurez-vous. C'est gentil. Et vous prépariez un doctorat en histoire. Donc vous avez participé à ces événements et surtout vous avez publié en 69 chez Maspero un petit récit de cette période qui s'intitulait La Commune de Nantes. Alors depuis, vous avez estimé que le titre était sans doute un peu surévalué. Pourtant, 50 ans après, dans les amphithéâtres nantais, l'expression commune de Nantes réapparaît sur les tableaux. Il y a un lien. Je l'ai écrit à chaud parce que j'avais éprouvé une intensité extraordinaire dans cette période. Et donc, comme ça, je dirais sans trop réfléchir, avoir un projet à proprement parler. J'ai écrit ça avec ma compagne, on s'aidait, on ramassait un petit peu tous les éléments qu'on connaissait, les journaux, etc., puis les événements auxquels on avait participé. Et quand je l'ai présenté à Maspero, sans d'ailleurs avoir une certitude sur la publication, François Maspero a été intéressé. Il y avait 2 ou 3 autres manuscrits qui circulaient sur Nantes. Il a été intéressé par ça et c'est lui, il est venu à Nantes chez moi et puis on a discuté. Et puis c'est lui qui, d'emblée comme ça, comme éditeur, a dit la commune de Nantes, ce serait bien. J'ai oublié d'ailleurs le titre que j'avais initialement envisagé. On en reparlera, c'est effectivement un titre fort. Alors avant d'en venir aux événements nantais proprement dit, j'aimerais bien que vous me disiez à quoi ressemblait Nantes en 68, parce que pour les plus jeunes qui pensent qu'Internet a toujours existé et que le téléphone n'a jamais eu de fil, comment vous viviez à Nantes et comment Nantes aussi se situait dans un environnement qui était plus large à l'époque, parce qu'il se passait beaucoup de choses depuis 67 à Berkeley, etc. Il y avait des événements un petit peu partout. Exactement. Sur ce paysage, si on prend le paysage politique, par exemple, on est loin d'aujourd'hui. On avait une municipalité un peu curieuse, en quelque sorte, dirigée par André Maurice, qui était un radical, mais qui avait... qui s'était entouré de forces assez disparates et un peu bizarres, c'est-à-dire vous aviez des catholiques de droite, très à droite, et il y avait une espèce de partage avec la gauche de la SFIO à l'époque.
les routiers provoques tenaient un petit peu. Donc c'était très curieux. Et pour nous, les jeunes étudiants qui venions de l'extérieur, c'est important, on aura l'occasion, comme Jean-Marc Ayrault est venu de l'extérieur, toute l'équipe de Jean-Marc, c'est des gens qui sont venus de l'extérieur, souvent de familles très modestes. Pour nous, c'était un monde inaccessible et ça ne nous intéressait pas en quelque sorte. Du point de vue économique, Nantes avait une position relativement importante, mais dans l'ensemble de l'Ouest, mais plutôt par ses chantiers navals encore qui fonctionnaient, bien sûr par son industrie agroalimentaire qui était encore assez sérieuse avec du capital familial nantais, je dirais encore à cette époque. Enfin, ce tissu, la métallurgie aussi, bien sûr, il y avait quand même des grandes entreprises, Brissonneau, Paris, les Batignolles, etc. Donc, il y avait un tissu. Mais il commençait à se fragiliser. Et on sentait que du capital extérieur commençait à vouloir mettre la main, finalement, sur ce capitalisme nantais, à proprement parler, qui s'était protégé. Il faut se rappeler un peu les conditions de l'époque. Par exemple, le patronat nantais avait évité, c'est le moins qu'on puisse dire, que Renault vienne s'implanter, par exemple ici à Nantes, parce qu'on craignait qu'il y aurait des salaires plus élevés et que l'ensemble de la métallurgie nantaise demanderait des salaires plus élevés. Il faut quand même pas l'oublier, des choses comme ça. Donc ça donne un petit peu le paysage à cette époque. Sur l'université... c'est une chose très importante, et là c'est plutôt au crédit de la municipalité. L'université, elle commence à exister juridiquement, je dirais, mais elle est extrêmement fragile. Au fond, Nantes a hérité de la médecine, puisqu'il n'y a jamais eu d'interruption de l'enseignement de la médecine. Mais dans l'ensemble des autres matières, il y avait le NSM, l'école centrale d'aujourd'hui. Il y avait Hydro, c'est-à-dire l'école de la marine marchande. Tout ça, c'était des écoles implantées depuis un certain temps. Il y avait un effort, quand on approche de 68, sur les sciences, qui ont véritablement démarré. Les premiers présidents, ce sont des scientifiques. Mais pour le reste, pour les sciences humaines, pour les lettres, pour la sociologie, pour le droit, ce sont essentiellement des instituts qui dépendent de Rennes. Moi, je suis en fait diplômé de Rennes, parce que ce sont les profs de Rennes qui viennent ici. Ils sont payés grâce à la municipalité. Non seulement ils ont leur salaire d'État, mais ça double, si vous voulez. Et donc, c'est une chose très intéressante pour les Rennais, ce qui expliquera sans doute certaines difficultés lorsqu'il s'agira de distendre les rapports entre Rennes et Nantes. En tout cas, on est dans des préfabriqués. Les littéraires sont au tertre, mais c'est des préfabriqués. Le droit, ce sont des préfabriqués à l'endroit du théâtre universitaire. L'architecture également, c'est à côté. Donc, enfin, ça nous coûte pas plus que ça, je dirais, mais malgré tout, ça montre que c'est très précaire. Et c'est la municipalité nantaise là qui tient et qui loge en quelque sorte cet embryon d'universitaire. Ce qui est important, c'est que notre génération va être celle qui va créer véritablement l'université. Et quel est l'état d'esprit des étudiants, Stéphane Plard ? Alors, les étudiants, ce qui est très important et qui est peut-être très différent de la région parisienne ou d'autres villes, c'est que on voit apparaître ici à Nantes des enfants des familles modestes de l'Ouest. J'insiste beaucoup là-dessus parce que pour beaucoup, 68, c'est les barricades faites par des petits bourgeois parisiens dans les rues parisiennes. Et nous, encore maintenant, on n'a pas vécu ça, on n'a pas vécu les choses comme ça. C'est-à-dire, beaucoup de mes amis encore sont des gens venus de la petite paysannerie, par exemple, on n'en parle pas, ou bien, moi je venais de la classe ouvrière, mais c'était une ascension sociale.
Hein, et on venait de l'extérieur. Pour nous, Nantes, c'était quand même... on rencontrait là ce qu'était, je dirais, la jeune bourgeoisie nantaise. Je dis, c'est pas péjoratif, mais c'était des gens qui se connaissaient tous parce qu'ils fréquentaient les mêmes lycées nantais. Alors nous, un lycée nantais comme Clémenceau, venant de nos lycées, de nos petites communes, c'était quelque chose d'important, enfin, en tout cas qui était supérieur à nous. Hein. Le paradoxe, c'est que ces jeunes gens-là n'étaient finalement pas très politisés à l'époque. Il y a eu des tensions parce que justement je parlais de la guerre d'Algérie, ça restait, on a eu quelques bagarres assez fortes dans les années 63-64 à coups de couvercles de poubelle contre les gens qui étaient liés à Occident, enfin qui étaient liés à ce qui était finalement toute l'Algérie française. Il y avait quand même des noyaux assez durs ici à Nantes. Donc le choc, c'est un véritable choc pour nous. Ce contact avec ces générations nantaises. Je me souviens que quand je rentre en première année, on n'était pas nombreux. En première année, on était 75. C'était dans l'amphithéâtre de la rue de Gigant. Et le secrétariat s'était installé au Muséum d'Histoire Naturelle. Vous vous rendez compte la précarité de l'époque. On était 75. Et on était 2 à prendre notre carte de l'UNEF à ce moment-là. À la rentrée 62-63. Et c'était un copain qui est devenu un brillant inspecteur du travail et qui a été conseiller d'un ministre dans le domaine du travail. Et lui, il était fils de ce qu'on disait à l'époque un courantin de la mairie de Nantes. C'est-à-dire qu'il portait les plis Voilà, on était 2 sur 75 qui se marquaient d'entrée à gauche, quoi. Hein. Donc c'est pour vous dire un peu l'ambiance de l'université à l'époque. Et il y a une ambiance qui a bien changé, c'est celle des mœurs aussi, parce que à l'époque, quand même, quand on est étudiant dans une cité universitaire, on n'a pas forcément le droit d'aller voir les filles dans une Alors, cité. ça c'est l'élément très important. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cette espèce de révolte anti-autoritaire, hein. C'est ça, mai 68, c'est une révolte anti-autoritaire. Et ça vient de quoi? Ça vient de ce que la société nous paraît absolument figée, que ce soit l'État du général de Gaulle, je dirais, que ce soit à l'université avec ce mandarinat un petit peu hautain, que ce soit dans la famille où le patriarcat reste encore assez fort, où dans le domaine des mœurs, je dirais que le contrôle social sur les enfants est relativement important, de la famille, de l'Église aussi. Moi, je me marie à l'Église simplement pour faire plaisir aux parents, hein, et ma femme c'est pareil parce qu'on n'était pas croyants, et donc ça montre le poids. Hein, et beaucoup de mes amis, c'est la même chose. Et en matière sexuelle, il est évident que c'était assez drôle parce que moi j'étais marié, j'avais une petite fille déjà de 2 ans, mais les copains s'ingéniaient à trouver les moments de rencard chez les copines, quoi. Et il faut quand même souligner que les directeurs de cités universitaires, lorsqu'ils repéraient une fille qui avait accueilli un copain, téléphonait aux parents. Hein, il faut quand même savoir ça pour voilà la pression sociale de cette époque, et ça va expliquer évidemment beaucoup de choses. Ça sera le cas dans l'usine aussi. Hein, c'est-à-dire, on parle des petits chefs et du management de l'époque. C'est un management un peu dur quand même, hein, et difficile à supporter. Par exemple, Sud Aviation, on sait très bien. D'abord, il y a beaucoup d'anciens militaires qui sont recrutés pour former les cadres, etc. Donc, c'est dur, hein, cette ambiance un peu rigide. Voilà, c'est des contraintes et des rigidités fortes. Moi, c'est juste. Pour parler un peu d'avant mai 68, parce qu'on va parler de mai 68 à Nantes, on va parler d'après, évidemment, mais est-ce qu'il y avait dans l'Ouest des manifestations annonciatrices de ce grand mouvement qui a été mai 68 Je pense qu'il y a eu des manifestations paysannes, on était dans une région qui était quand même sous-développée, alors Nantes pas tout à fait, parce qu'il y avait cette industrie ancienne et présente, mais est-ce qu'il y a eu quelque chose avant, sans être trop
trop long. Oui, il y a eu des grandes manifestations dans l'Ouest, par exemple en 64, 65, c'était déjà annonciateur. Le thème du vivre au pays date pas de 68, il précède. Hein. Pourquoi ? Parce que finalement, il y a une paysannerie encore relativement nombreuse en 1950, que là, on vit le basculement du machinisme. Entre 45 et 50, les petits paysans ont été très sollicités, ils ont beaucoup travaillé, mais ils étaient dépassés dans le mode de production, bien entendu. Et donc, il y a beaucoup de gens qui doivent quitter les campagnes à ce moment-là. L'exode commence à prendre des proportions importantes. Et donc, il faut trouver du travail dans les villes à ce moment-là. Et donc, vivre au pays, c'est-à-dire, parce que les gens aiment cet espace qu'est l'Ouest, la Bretagne, et les pays de la Loire. Bon, et donc, il y a des luttes annonciatrices. Et on le verra de plus en plus. Évidemment, le déclenchement même de mai 68, avec la manifestation du 8 mai, c'est la manifestation de ça ultime, en quelque sorte. Hein. Ok, merci. Juste un mot du paysage politique. Le Parti communiste, qui est très fort en France à cette époque-là, à Nantes l'est beaucoup moins. Il l'est beaucoup moins, et c'est une vieille histoire. Hein. C'est une vieille histoire du rapport entre les socialistes et les communistes, mais aussi le christianisme social. On le voit très bien à Saint-Nazaire, par exemple, où vous avez une municipalité SFIO qui est de souche ouvrière, bien sûr, François Blanchot, etc., avec une grosse tradition ouvrière, qui ont toujours remisé un peu le Parti communiste en le maintenant, si ce n'est en lisière, du moins en le maintenant. Et puis le christianisme social, parce que dans ces communes qui ont souvent beaucoup souffert dans la guerre, on a eu une génération de prêtres dans les années 50, début 60, qui ont été des communes de gauche. On pourrait prendre à Nantes les Batignolles, par exemple. Vous avez des curés de gauche très liés à la classe ouvrière et qui donnent une tonalité, qui développent le christianisme social. On va prendre une première pause. Around you, say baby I love you. You ain't running games. Say my name, say my name. You acting kinda shady and calling me baby. Why you sudden change? Any other day I would call, you would say, baby how's your day? But today ain't the same. Every other word, either how you okay? Could it be that you are rather creep with another lady? If you took it there, first of all, let me say I am not the one to sit around and be played. Prove yourself to me, I'm the girl that you claim. Why don't you say the things that you said me yesterday? I know that I am something going on the way it seems. Shouldn't be no reason why you act strange if nobody's holding you back from me. Cause I know how you used to do. We say everything to me times two. Why can't you just tell the truth? If somebody there, then tell me who. Say my name, say my name. When no one is around you, say baby I love you. You ain't running games. Say my name, say my name. You acting kinda shady and calling me baby. Why you sudden change? What's up with this? That the throughs, who you with? How would you like it if I came over with my clique? Don't try to change it now. Saying you gotta bounce when 2 seconds ago say you just got in the house. It's hard to believe that you are at home by yourself. Just heard the voice or the voice of someone else. Just this question, why do you feel you gotta lie? Then caught up in your game when you cannot say my name. I know that I am something going on the way it seems. Shouldn't be no reason why you act strange if nobody's holding you back from me. Cause I know how you used to do. We say everything to me times two. Why can't you just tell the truth? If somebody there, then tell me who. Say my name, say my name. When no one is around you, say baby I love you. You ain't running games. Say my name, say my name. You acting kinda shady and calling me baby. Why you sudden change? Say my name, say my name. When no one is
kinda shady and calling me baby. Better say my name. When no one is around you, say baby I love you. You ain't running game. You acting kind of shady and calling me baby while you sudden change. This is EU Radio Nantes. 101.33 FM. Streaming worldwide from our website on euradionantes.eu. Fréquence citoyenne. Nous sommes toujours avec Yannick Guin pour parler de mai 68. Alors, on a brossé un peu les éléments de contexte dans un premier temps. On va évidemment parler maintenant de ce qui s'est passé à Nantes, en rappelant qu'il y a une forme de mythologie nantaise. On a évoqué votre livre, La Commune de Nantes, qui est peut-être pour quelque chose. Mais surtout, on entend aussi des acteurs ou des témoins de cette époque-là revendiquer le côté pionnier de Nantes dans ce mouvement national, et même certains évoquent le fait que ça s'est déclenché ici. Évidemment, on a en tête l'occupation de l'usine Sud Aviation, mais on va y revenir. Alors, comment ça a démarré sur Nantes? Est-ce que c'est la grande manifestation étudiante du 14 février ou est-ce que c'est la manifestation du 8 mai? Je remonterai encore plus loin. Je pense qu'il faut partir de la situation ouvrière, de la situation paysanne, de la situation étudiante. Ouvrière, très rapidement. Il faut jamais l'oublier, parce qu'il y a une autre mythologie, c'est les 30 glorieuses. Alors on dit qu'il n'y avait pas de chômage en 68, alors pour dire qu'on ne comprend pas finalement. Eh bien, c'est pas vrai. C'est qu'il y a une dépression économique en 66-67 qui donne beaucoup d'inquiétudes dans le milieu ouvrier. Il y a du chômage, il y a des fermetures de boîtes et surtout il y a des diminutions de temps de travail, ce qui aboutit à des diminutions de salaire. C'est le cas d'ailleurs à Sud Aviation. Mais dans beaucoup d'autres endroits, on a la même chose. Donc il y a une très grande inquiétude. Plus, ajoutons à cela les ordonnances sur la sécurité sociale que veut prendre le gouvernement en 67, plus un management des entreprises qui est assez difficile. Prenons la grève de 67 des mensuels à Saint-Nazaire. On voit bien qu'il y a du management et de la manière de faire dans l'entreprise qui va pas. Il y a donc une anxiété ouvrière. Côté paysanne, côté des paysans, on a un petit peu la même chose. Quand Bernard Lambert va développer le thème de paysans qui sont de plus en plus intégrés, comme on dit à l'époque, par les grandes coopératives ou par les industries agroalimentaires, Bernard Lambert développe l'idée que finalement, qu'est-ce qui différencie un ouvrier d'un paysan qui est dépendant du prix qu'on lui impose pour ses produits? Donc il est comme un salarié. Et donc c'est le moment de faire la jonction avec les ouvriers dans les difficultés occupées. Alors du côté étudiant, évidemment, ça part de loin. Si je peux quand même développer un tout petit peu les conditions. Dans ces années 62, post-guerre d'Algérie, si vous voulez, il y a tout de même dans le monde un tas d'événements qui nous chagrinent, je dirais, plus que ça. C'est que le monde est un peu en ébullition contre les autorités non légitimes. On pourrait prendre évidemment la situation des pays de l'Est, justement, avec le communisme stalinien. Plus on approche, plus on sent qu'il y a de l'effervescence. Alors, évidemment, la Tchécoslovaquie, avec le printemps de Prague, on est en plein dedans, quand même. Mais en Allemagne, au Japon, aux États-Unis surtout, avec le mouvement des droits civiques, dans lequel on est très, très partie prenante. Je me souviens, il y a des réunions, il y a des manifestations sur ces sujets-là de soutien, finalement, au mouvement des droits civiques. Ne jamais oublier que Martin Luther King est assassiné en avril 68. Donc on est en plein dedans. Donc tout le mouvement des campus américains, les réflexions d'un certain nombre
de philosophes américains. Tout ça joue, plus évidemment notre histoire nationale, les rigidités dont je parlais. Évidemment, on est reconnaissant à De Gaulle sur la question de la fin de la guerre d'Algérie, mais tout de même, tout le système de l'armature d'État gaulliste, c'est quand même très, très fermé et assez autoritaire, ne serait-ce que, par exemple, la radio. Il y a qu'une radio et très contrôlée tous les soirs par le délégué du ministère de l'Information avant le journal télévisé. Donc il y a toutes ces rigidités. Et j'ajouterais aussi qu'il y a un mouvement culturel qui est en arrière-plan. J'écoutais la musique tout de suite et je faisais la comparaison avec les musiques de l'époque. Il y a quand même un mouvement qui peut être lié au droit civique, Bob Dylan, John Baez, etc. Plus les mouvements des Anglais avec les Beatles, le mouvement yéyé, etc. On a une sensibilité dans la jeunesse qui commence à décrocher très fortement de la sensibilité dominante de la société. Alors comment ça commence? Oui, donc tout n'a pas débarré à Nantes alors. Non, il y a un arrière-plan général. Oui, c'est ça. Okay. Alors à Nantes, qu'est-ce qui fait sans doute la spécificité? Je dirais d'entrée, qu'est-ce qui va faire la spécificité? Par exemple, par rapport à Rennes, où on aura une influence assez importante de petits groupes trotskistes ou même maoïstes, marxistes-léninistes en quelque sorte. Or nous, à Nantes, ces gens-là, ces petits groupuscules, ils n'ont pas été efficients. Ils ont été rapidement écartés par cet arrière-fond libertaire qu'on rencontrait aussi bien chez des chrétiens de gauche, chez des gens qui vont animer le PSU, que chez des anards, etc. Avait un arrière-plan libertaire à Nantes qui est très spécifique. Parce que il est pas purement intellectuel, il sort allié par l'intermédiaire de nos origines avec des milieux beaucoup plus modestes que ceux qu'on peut rencontrer au quartier latin. Ça c'est clair. Alors comment ça s'est passé? Ça s'est passé parce que il y avait d'abord en milieu étudiant des revendications matérielles. La question du logement n'était pas facile. Il y avait des cités, mais qui étaient fort demandées. Il y avait un logement, en général, on logeait chez l'habitant, et qui était assez difficile, relativement cher, donc les études coûtaient relativement cher. Donc la question des bourses a été un élément déclenchant assez important, parce que normalement, elles étaient délivrées vers octobre, novembre ou plus tard, les années précédentes. Or là, on était au mois de février, et les bourses n'avaient pas été versées. Donc c'était très difficile de vivre. Et la grande manif de février au rectorat, c'est d'abord énormément d'étudiants. Je ne sais plus combien on était, mais enfin, on était 1 millier. On était très nombreux à envahir le rectorat pour le paiement des bourses. Et c'est là que les éléments dont je vous parlais, qui avaient réfléchi un petit peu à l'avance, qui s'étaient emparés de la gêne UNEF, mécontente des communistes en particulier, qui faisaient ronronner finalement l'appareil, ces gens-là ont durci au moment de la manifestation de février, et ça fait grimper la conscience politique. Pourquoi? Parce qu'à un moment, la police est intervenue et les CRS, et très rudement. Et donc, comme le jardin du rectorat était un goulot d'étranglement par rapport à la grille, beaucoup ont pu sauter vers la fac des sciences. Mais en tout cas, le matraquage a été sérieux. Et il s'est poursuivi à la Moronnière et dans les rues adjacentes. Donc là, il y a eu une tension étudiante et les gens ont dit là, on n'est pas d'accord, quoi. Là, on n'est pas d'accord. Et on a vu la conscience politique. Mais ça s'est fait très rapidement dans les jours qui ont suivi. On a vu une radicalisation étudiante. Alors, en plus de ça, ensuite, le préfet a demandé au Conseil général de supprimer la subvention à l'UNEF parce que c'était des faiseurs de troubles, etc., ce qui n'a rien arrangé, évidemment. Et donc, les tensions n'ont fait que croître à l'approche de mai 68. Alors, effectivement, il y a la manifestation du 8 mai, qui est une grande manifestation de rassemblement. Les militants ouvriers, intellectuels se sont retrouvés ensemble. Et là, c'est quand même une amorce
unitaire très, très déterminante. Mais justement, bien sûr. cette jonction étudiant-ouvrier, elle est plus forte à Nantes qu'ailleurs? Oui, incontestablement. Et c'est là sans doute la caractéristique. Alors, il y a deux raisons. Il y a celle que je vous indiquais par l'origine de jeunes militants de l'UNEF dont je vous parle, l'origine sociale. C'est assez marqué à Nantes quand même. Il y a une nouvelle génération d'étudiants là qui arrivent. Il y a encore des pourcentages, je les ai plus exactement en tête, mais le pourcentage des bacheliers à l'époque, c'est très faible. Oui, c'est beaucoup plus faible qu'aujourd'hui. C'est beaucoup plus faible qu'aujourd'hui. Donc ils arrivent à l'université, ils découvrent, ils se heurtent à un monde qui les étonne. Le mandarinat à l'université, par exemple, sans qu'il y ait l'esprit critique dans lequel ils puissent s'exprimer, par exemple. C'est-à-dire, ce qu'on leur donne, c'est acquis, c'est normal, etc. Et nous, on trouve... Il y a un certain nombre de choses qu'on ne trouve pas tout à fait normales dans ce qu'on nous dit. Donc, cette aspiration au développement critique. Donc, il y a ça. Et puis, il y a effectivement cet esprit libertaire qui va nous faire rejoindre les ouvriers par ailleurs dans le cadre des grèves, celle de 67 bien sûr. Il y a une délégation étudiante déjà en 67 qui se rend à Saint-Nazaire. Et puis ensuite, il y a des contacts, alors divers, ça peut être des contacts avec EFO, qui se dit anarchiste, mais avec influence des lambertistes, évidemment, puis la personnalité de Hébert, personnalités comme Chotard, Juvénal Quillet, etc., qui vont se lier là-dessus. Donc la jonction s'est faite relativement tôt. Mais est-ce qu'à Nantes, on a, comme on le raconte parfois, frôlé l'insurrection générale? Alors, là, il faut suivre un petit peu les événements. Il y a donc les événements du 8 mai, puis surtout les événements du 13 mai. C'est là que les choses se nouent véritablement. C'est l'histoire de la subvention dont on réclame le rétablissement, bien entendu. Et là, il y a ce qu'on pourrait appeler des minorités agissantes. Il y a là des étudiants très radicaux et déterminés, mais ils ne sont pas très nombreux. S'ils sont une cinquantaine au départ, mais il y a plein de gens derrière, qui sont là à regarder, bagnauder, puis ça prend une dimension très, très forte avec l'envahissement de la préfecture. Mais il y a surtout des jeunes ouvriers de Sud Aviation qui sont à regarder. Et quand effectivement le préfet a annoncé, je passe rapidement sur les événements, mais quand il annonce le rétablissement de subventions, les jeunes gars de Sud Aviation, ils disent les étudiants, ils ont obtenu satisfaction en étant un petit peu vigoureux, et nous, pourquoi pas? Et c'est les événements du lendemain à Sud Aviation. Ils reviennent, comme il y a déjà depuis au moins 2 mois, notamment les militants de Force ouvrière et de la CGT, mais surtout Force ouvrière, qui demandent l'occupation de l'usine. Eh bien, elle s'est faite très naturellement, je dirais, dans la journée du 14 et dans la nuit du 14 au 15. La retenue du Vauchel, le directeur, se fera le 18, 3 jours plus tard. Mais évidemment, les ouvriers se disent, après tout, peut-être que nous, on peut avoir des revendications et obtenir satisfaction. Il y a eu un élément important à Nantes qui était ce fameux comité central de grève. Oui. Alors ça, c'est encore un petit peu après, c'est-à-dire entre le 14 et le 24, où il y a à nouveau une grande manifestation, où là, il y a tout le monde, et les tracteurs, et tout le monde, et ça se passe mal aussi à la préfecture. Mais c'est très localisé, parce qu'on a l'impression, ça n'a rien à voir avec le quartier latin. Ça se passe, je dirais, place du port communaux, pour être simple. C'est assez réduit. Mais tout de même, le préfet a demandé l'autorisation au ministère de l'Intérieur d'ouvrir le feu, de tirer. Heureusement que le préfet Grimaud et puis le ministre n'ont pas donné cette autorisation. Ça aurait été un carnage. Et ça n'en valait vraiment pas le coup, je dirais, d'un humour noir. Après le 24, se passent alors les journées entre le 24 et le 28 au soir, 4 journées
absolument extraordinaire dans Nantes. Pourquoi ? Parce qu'il y a de moins en moins de circulation d'automobiles, il y a de plus en plus de gens qui occupent les rues et les places dans la journée, ça discute, il y a une étonnante libération de la parole. Et pas simplement entre des gens qui pensent la même chose, mais des gens au contraire qui sont opposés, mais qui discutent, qui parlent. Et ça, c'est un phénomène auquel on n'assiste qu'une seule fois dans sa vie. Et donc il y a là quelque chose, on refait le monde finalement avec plein d'idées contradictoires, etc. Et les pénuries commencent à se faire sentir. Dans les quartiers populaires, ça devient difficile. Beaucoup de gens sont payés à la quinzaine encore. C'est après 68 qu'on aura la mensualisation. Mais beaucoup de gens sont payés à la quinzaine, donc ça commence à tirer dur. Et donc, il faut prévoir toutes les questions d'essence, pourvoir à ceux qui ont besoin en urgence, médecins, etc., hôpitaux. Bon, mais il faut prévoir aussi à manger, en quelque sorte. Donc, s'érigent dans les quartiers des espèces d'épiceries spontanées avec les militants de quartier, en liaison avec les paysans qui apportent des denrées. Une espèce de marché est en train de se constituer. Le contrôle des prix se met en place sur les commerces de centre-ville. Donc au fond, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que le pouvoir central est en train de s'affaisser, et même de s'évaporer, parce que De Gaulle fiche le camp réellement. Alors on dit non, c'est une stratégie machiavélique. Les documents que l'on a maintenant et les témoignages montrent qu'il pense que le pouvoir lui échappe complètement, et il emmène sa famille avec lui quand même. Donc le pouvoir s'affaisse d'un côté, et un embryon de pouvoir gestionnaire se met en place. Alors c'est vrai que si on parle de la commune de Nantes par rapport à la commune de Paris, on n'y est pas. Mais je veux dire que quelque chose au cours de ces 3-4 jours est en train de se mettre en place. Et qui a été un processus assez avancé à Nantes, qu'on ne rencontre pas dans les autres villes. C'est une spécificité, mais à cause de la jonction ouvriers-paysans-étudiants. On va prendre une seconde pause. Came on was feeling like an old boat.
Your radio. EU Radio. EU Radio. Fréquence citoyenne. Nous sommes toujours avec Yannick Guin. On a parlé de mai 68 et de la manière dont ça s'est déroulé. On va maintenant passer sur les suites. Et donc, comment ça se termine à Nantes ? Ça se termine pas bien. Je veux dire que, alors, tout de même, le mouvement s'est prolongé peut-être un peu plus tard qu'ailleurs aussi. Parce que, au fond, il faut attendre le 17 juin. Et même, il y a des entreprises encore le 25 juin qui sont en grève. Alors, il y a eu une prolongation des grèves. Mais ça n'a pas toujours été facile parce que, évidemment, les besoins dans les milieux des salariés devenaient importants. Il a fallu reprendre malgré des piquets de grève. Parce qu'il y a des piquets de grève importants. Je pense aux bus à la Moronnière, mais je pense à plein d'usines chez Paris, à Armor, etc. Il y a des piquets de grève qui ont voulu qu'on prolonge le mouvement, hein, forcer le rapport des forces, quoi. Hein. Donc, dans les universités, ça discute beaucoup, notamment sur la façon avec laquelle on va passer les examens, en particulier. C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura une session en juin ? Et non, en fait, il y aura beaucoup de sessions en septembre. Hein. Donc, c'est pas du tout comme aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire, on pense les examens et on ne dit pas que les examens. Alors, contrairement à ce qui s'est dit parfois, qu'en 68 on a donné les examens. Mais pas du tout, c'est pas du tout l'impression qu'on a dans les sciences humaines à Nantes ou dans le droit ou en médecine, etc. Non, les examens se sont passés tout à fait normalement, mais ils ont été reportés. Hein. Donc les étudiants ont bossé pendant les vacances, bien sûr. Bon. Donc ça se termine avec la reprise en main du pouvoir par le général de Gaulle et par les élections de la fin du mois de juin. Évidemment, le désir d'ordre, en quelque sorte, se manifeste dans les urnes. Ceci dit, le problème, c'est que 68, beaucoup de gens n'ont pas compris. En fait, et je crois que Danny Cohn-Bendit, là-dessus, je serais d'accord avec lui, il n'y a pas eu d'envie de s'emparer du pouvoir. Alors je sais bien que la CGT et le Parti communiste ont tout fait justement pour qu'il n'y ait pas d'approche du pouvoir en quelque sorte. Mais néanmoins, chez les étudiants et les militants, ça n'était pas la question. La question, c'était un renouvellement de société, un désir de vivre autrement. Et donc, on n'était pas dans la prise du pouvoir politique à proprement parler qui était fortement critiquée. Et donc, ce qui compte, c'est tout ce qui a suivi. C'est-à-dire, une fois passée la reprise en main du parti de l'ordre, on a vu dans les années qui ont suivi des évolutions très sensibles. Moi, je pense à toutes mes camarades filles de femmes, on dirait aujourd'hui. Les débats du féminisme n'ont pas surgi au mois de mai à proprement parler, mais dans les réunions qui avaient lieu en juin et même au début juillet. Au début juillet. Et là, on voit apparaître véritablement le féminisme qui va éclore en 71-72 avec le MLF, par exemple. Mais il y a beaucoup d'autres sujets qui sont sur la table. Les paysans ont mis sur la table des sujets. Les ouvriers ont mis sur la table des sujets. Le pouvoir ouvrier, l'autogestion, le renouvellement du management dans les entreprises, toutes sortes de questions comme ça qui désormais sont dans les têtes. Hein, et qui vont jouer beaucoup dans les années qui suivent et qui, moi je pense, vont profondément transformer la société française. Elle va se décontracter, en tout cas, elle va s'abstraire d'un grand nombre de rigidités, ça c'est sûr. Et est-ce que 1977 et l'arrivée de la gauche dans les municipalités, c'est une conséquence de ça ? Alors, ce qui s'est passé, on pense à Jean-Marc Ayrault qui arrive, une jeune génération à Saint-Herblain, c'est un peu une conséquence de ça, parce que on voit l'évolution du Parti socialiste, mais du PSU aussi. Hein, en 74, Michel Rocard, le PSU, rejoint ensuite le PS, et tout ça va se prolonger dans le congrès d'Épinay, par exemple. Bon, oui, c'est des conséquences d'une nouvelle génération. Vous parlez de Jean-Marc Ayrault. Alors là, je vais être peut-être un petit peu brutal, mais qu'est-ce que les élites de l'époque
pour parler avec les mots d'aujourd'hui. Les élites de l'époque, à la mairie, de la bourgeoisie même économique, qu'est-ce qu'ils ont désormais à apporter? Ils vont être de plus en plus absorbés par le capital étranger. Prenez l'U, prenez l'ABN, prenez dans la métallurgie. Finalement, ils sont dépossédés. Finalement, le capitalisme nantais en quelque sorte, est progressivement dépossédé. Quelle perspective offre-t-il à la société? Plus aucune. Et c'est ce qui va expliquer que ces générations, souvent venues de l'extérieur de Nantes, faut insister là-dessus, parce que dans l'équipe de Jean-Marc en 89, dans ses équipes en 77 déjà à Saint-Herblain, dans les équipes de Jean-Marc, c'est essentiellement une très grosse majorité de gens qui sont venus de l'extérieur, qui souvent ont utilisé l'école républicaine comme moyen d'ascenseur social, et qui ont un certain nombre d'idées pour renouveler le fonctionnement de la société. Et donc c'est relativement lointain, 89, mais c'est quand même des conséquences de 68. Moi je peux vous dire, quand j'arrive étudiant en 62, il ne me serait jamais venu à l'esprit, parce que c'était impensable pour des gens comme nous, qu'on puisse arriver un jour à la gestion de la mairie de Nantes. Je l'ai toujours d'ailleurs ressenti comme quelque chose d'inouï. Une sorte de surprise finalement dans nos vies. Mais on avait des idées sur le changement de la société, comment on devait l'incurver, etc. Et si on fait un saut brutal de 50 ans, mais il y a des mouvements sociaux ici à Nantes et un peu partout en France, déjà à Nantes qui ont été assez durs, notamment au moment des manifestations contre la loi travail. Et est-ce qu'il y a un lien? Parce que souvent on entend un slogan, vous avez commencé le travail en 68, on va le finir en 2018. Est-ce que toute cette mouvance qu'on voit à travers les réseaux sociaux, Nantes révoltée, etc., ce côté anarchiste, alors je vais beaucoup les choquer. Et notamment par rapport au discours que j'ai pu tenir jusqu'à maintenant. Je vais beaucoup les choquer, mais après tout, ils me choquent. Il n'y a pas de raison que je les choque pas non plus. Je pense qu'on est dans une situation mondiale très différente de la situation mondiale de l'époque, où il s'agissait tout de même de mettre en l'air les systèmes autoritaires des pays de l'Est, où il s'agissait de lutter contre le racisme, de réformer un peu la société avec ses rigidités, société française. La question de l'Europe aussi était une question dans nos têtes. Mais enfin, on avait quand même Franco encore. En 68. On avait les colonels grecs depuis 67. Donc c'était ça le contexte. Le contexte aujourd'hui, c'est la financiarisation généralisée du capitalisme. Et si bien que les ouvriers ne savent même plus à qui on peut s'adresser quand on veut protester, etc. Bon. Et puis, la situation paysanne est aussi sensiblement différente. De même que la situation étudiante d'autre part. Non, je pense que on est dans une situation sensiblement différente, et dans une situation où il y a encore des manières d'analyser la société, je pense au sein du mouvement ouvrier, qui tiennent pas compte des rapports globaux qui résultent précisément de la globalisation et de la financiarisation. C'est-à-dire, on peut pas s'imaginer aujourd'hui penser qu'on va chambouler le monde à travers le chamboulement de la France. L'Europe s'est constituée avec beaucoup de problèmes aujourd'hui. En plus de ça, on voit bien la difficulté du dialogue social. Moi, je dis carrément que l'année 2016 a été une catastrophe pour la gauche, parce que présenter sans consultation préalable, sans dialogue social préalable, la loi travail et le Khomri, ça a été la grande catastrophe, évidemment. Donc un certain social-libéralisme a fait qu'on a voulu imposer des évolutions sans tenir compte des passages nécessaires, des évolutions. Moi, je pense qu'il y avait des souplesses à introduire effectivement dans nos modes de fonctionnement, y compris dans les entreprises, mais on peut pas le faire comme ça.
Quant à aujourd'hui, il y a effectivement un mépris, je le dis, un mépris très fort pour les corps intermédiaires de la part du pouvoir, une verticalité qui impose un point de vue, et c'est tout juste si on accepte quelques miettes à discuter. Hein. Alors, je comprends, moi, la colère, effectivement, qui peut exister, mais je pense que on fait une mauvaise appréciation des rapports de force et que les risques sont très grands aujourd'hui d'avoir un pouvoir bonapartiste, technocratique, qui va imposer progressivement par la force, comme dans tous les bonapartismes, on a quelques années où on impose l'autoritarisme, puis arrive un moment où il faut bien essayer de composer, 5, 6, 10 ans plus tard, si on prend tous les exemples de bonapartisme en France, ça s'est toujours passé comme ça, et il faut essayer de composer. Mais dans le premier temps, c'est très rude. Hein. Et alors, le problème de l'appréciation, moi, c'est ce que je redoute, c'est qu'il y a des méthodes qui risquent de nous envoyer tous dans le mur, quoi. Hein, je suis brutal, mais je pense que ce risque est très grand et que, notamment pour le syndicalisme, ça va être dur. Je pense qu'il y a des éléments du trotskisme à travers FO ou même maintenant à travers la CGT, parce qu'on en parle peu, mais il y a quand même des minorités agissantes au sein de ces deux syndicats qui risquent d'être très préjudiciables, je crois, au mouvement social, au mouvement ouvrier dans son ensemble. Donc moi, je suis un fervent défenseur du mouvement ouvrier dans son ensemble. Et je pense qu'il y a des risques. En ce qui concerne les étudiants, si vous voulez, je pense qu'on n'est absolument pas dans la même situation, que la vie matérielle est pas la même qu'en 68, et je ne vois pas apparaître dans les revendications étudiantes, si ce n'est sur la question de la loi sur l'orientation, mon expérience de prof avec beaucoup d'étudiants que j'ai rencontrés en première et deuxième année avec les échecs considérables, j'ai vu des étudiants après les examens venir pleurer dans mon bureau en disant qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais dire à mes parents. Je les ai vus, je les ai écoutés. Souvent, je pensais qu'ils avaient été très mal orientés. On aurait dû, dès le départ, leur donner des conseils d'orientation, donc sur les acquis. Par contre, ce que je crains beaucoup, au point de vue des étudiants, c'est que maintenant, le gouvernement s'oriente vers ça. Ce sont des commissions établissement par établissement qui vont fixer un certain nombre de critères. Ça veut dire que l'université républicaine est en train d'éclater. C'est-à-dire qu'on aura des établissements qui auront des exigences de ce type et des établissements d'autres types. Il y aura donc l'élitisme qui va se manifester rapidement et puis les universités de rebut, d'autres, j'ai des mots forts, mais enfin c'est ça. C'est-à-dire si chacun détermine ses critères, alors évidemment on dissocie l'université républicaine. Mais encore une fois, il faut savoir estimer les rapports de force quand on se lance dans la lutte. Mais je me permets une provocation un peu gentiment pour vous. Il y a des guerres. J'adore les provocations. Est-ce que les jeunes gens qui se révoltent aujourd'hui avec les excès classiques de la jeunesse peuvent pas vous considérer en disant mais voilà, Yannick Guin c'est l'ancien qui nous raconte les souvenirs d'anciens combattants et en fait il tient un discours sur les jeunes qu'il pouvait reprocher en 68 à ses aînés. Partiellement, oui, c'est vrai. Ils auraient raison de me provoquer comme ça. Sauf encore une fois qu'on n'est pas dans la même situation. Je prends toujours cet exemple au nom d'un réalisme de la gestion de la société. À Nantes, depuis 5 ans environ, on a 6000 personnes qui viennent dans l'agglomération nantaise, qu'il faut absorber. Il faut loger, il faut transporter, il faut éduquer, faire des écoles, il faut donner les éléments pour le développement économique, etc. Ça, il suffit pas d'avoir un slogan dans la rue, il faut le faire. Il faut le faire. Nous, on s'y est employé pendant 25 ans avec Jean-Marc Ayrault. On a l'impression d'avoir profondément transformé la société et notamment créé les conditions du développement économique par la liaison entre l'université et les grandes écoles et les entreprises
et en même temps l'organisation de la société, pour donner de la fluidité finalement à la société et faire en sorte qu'on ait envie de vivre ici. Hein. Ça se construit pas d'un claquement de doigts. Hein. Ça se construit patiemment, profondément, et donc si on veut changer la société, il faut la changer patiemment et profondément face à des adversaires qui peuvent être d'une brutalité très grande. Hein. La globalisation et la financiarisation, la distribution aux actionnaires des profits du CAC 40, je pense aux chiffres qui ont été publiés hier, tout ça se combat. Mais il faut trouver le bon joint, la bonne encoignure, en quelque sorte, pour l'attaquer. Est-ce que les zadistes sont les petits-enfants de mai 68 ? Parce que, quelque part, ce que vous dites là, c'est que cette société, elle a quand même des excès... même intolérable, la financiarisation avec toutes les conséquences que vous avez évoquées et qu'on va pas traiter, mais est-ce que des mouvements peuvent naître justement et quelquefois un peu violents, genre zadistes, sur face à cette société? Deux éléments de réponse. D'abord, en 2 minutes. Toutes les expérimentations, c'était une idée de 68, effectivement. Toutes les expérimentations sont nécessaires et sont possibles, pourvu qu'elles entrent dans le champ de la loi républicaine et de la démocratie, qui est tellement en danger aujourd'hui. Il ne faut pas rigoler avec la démocratie aujourd'hui. Hein. Populisme, autoritarisme, etc. Et puis, par ailleurs, il faut que l'expérimentation ait, en quelque sorte en elle-même, la capacité à s'étendre très largement dans la société, ce qui n'est pas le cas, en l'occurrence. Et ça rejoint ce que je vous disais sur l'organisation de la société, comment nous devons y travailler patiemment et profondément. Merci Yannick Guin, on sent bien que vous pourriez encore parler de nombreuses heures du sujet, on vous réinvitera. En tout cas, merci pour cet entretien et continuez à écouter Merci de m'avoir accueilli. Conseil de développement. Prospettive. Participation. Territory. Ob many. Entwicklung. Radio Nantes vous a présenté Fréquence citoyenne, l'émission à l'écoute du futur que vous pouvez réécouter sur notre site internet eradionantes.eu.